Bonjour, je remercie Sébastien Cagnoli de m'avoir invité pour cette manifestation qu'il me reviendra donc de conclure. Je tiens à indiquer que Madame la rectrice de l'Académie de Nice, chancelière des universités, regrette de ne pouvoir être présente, mais elle donne de vifs encouragement à l'ensemble des participants et félicite les organisateurs pour la tenue de ce colloque consacré aux langues dites minoritaires. À ces langues donc qu'il m'est donné sur lesquelles il m'est donné de veiller au sein de notre Académie de Nice. Vous le savez, en France, les langues régionales ont longtemps été persona non grata. Jusqu'en 1950, il était interdit de parler les langues, on appelle les langues régionales, à l'école, et un certain nombre de personnes âgées, mais toujours en vie, m'indique régulièrement avoir connu des écriteaux qui étaient placés dans les cours de récréation où il était noté, il est interdit de parler, alors c'était parler niçois comme on était à Nice, il est interdit de parler niçois et de cracher dans la cour de récréation. C'est quelque chose qui a existé jusqu'en 1950. Depuis, les choses ont, Dieu merci, bien avancé. Je vais aller très vite, puisque à la fin de l'année 1950, un député qui s'appelle M. Dexon présente une loi qui est votée en décembre 1950. Alors parfois vous la verrez notée 1951 parce que le décret d'application est de janvier 1951. Donc parfois vous verrez loi de 1950, loi de 1951. Cette loi Dexon a autorisé l'enseignement à l'école de la langue régionale. Alors c'était évidemment à la marge, c'était dans le cadre d'activités, etc. Mais enfin, il y avait une autorisation qui était donnée aux enseignants d'intervenir donc en langue régionale et en ISA dans leur classe. Je vais très vite sur les étapes pour arriver à la dernière reconnaissance officielle, institutionnelle. Nous sommes en 2008, quand le Congrès Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Versailles votent l'amendement à la Constitution de la Ve République indiquant que les langues régionales sont le patrimoine de la France. C'est quelque chose qui a été tout à fait considérable dans la reconnaissance en France de ces langues régionales. Concernant l'école, la loi d'orientation sur l'école et les textes les plus récents, ce sont ceux de 2013, ménagent une place tout à fait particulière aux langues régionales, mettant bien l'accent sur l'importance de l'étude de la langue régionale et ce, dès l'école moderne. Alors, en ce qui concerne cet enseignement de langue régionale, je vais venir ensuite à l'aspect théâtre. Dès les années 50, un certain nombre de régions en France ont pris de l'avance. C'était les régions qui sont sans doute les plus ardentes et militantes sur la question des langues régionales et de leur enseignement. Il s'agit de la Corse, il s'agit de la Bretagne, mais également du Pays Basque et aussi, c'est un peu moins connu, de l'Alsace. L'Alsace est également une des régions où le dynamisme est tout à fait précoce
dire que c'est un contexte alsacien tout à fait particulier. En ce qui concerne l'Académie de Nice, disons les choses de façon tout à fait franche. Les choses se sont mises en place beaucoup plus lentement, beaucoup plus timidement, avec des initiatives tout à fait méritoires. Je pense notamment à l'enseignement que M. André Compan a pu dispenser dans les différents établissements où il est passé, que ce soit au lycée du Parc Impérial, au lycée Masséna et à l'université quand elle a ouvert ses portes, la faculté des lettres. Donc à la fin des années 60, le nissart et le provençal, donc les deux principales variantes de la langue d'oc, ont été représentées. Néanmoins, si l'on compare les chiffres des autres régions à ceux de l'Académie de Nice, il faut bien reconnaître que jusque, on va dire, au début des années 2000, ils étaient relativement modestes, encore que dans certains endroits, on avait des initiatives, qui étaient des initiatives souvent personnelles, un enseignant, un groupe d'enseignants particulièrement actifs. C'est à partir de 2009 que le souhait a été de donner un plan de relance ou un plan de développement académique, d'insuffler une politique académique pour le nissart et le provençal, et ça a porté ses fruits. J'ai pris cette charge en 2007 et il y avait environ 1000 élèves qui étudiaient le nissart et le provençal dans l'Académie de Nice. Ils sont, cette année scolaire 2013-2014, exactement 2149. Donc on a pratiquement doublé le nombre d'élèves des collèges et des lycées qui étudient le nissart et le provençal. Même chose pour le nombre d'établissements qui proposent à leurs élèves cet enseignement optionnel. En 2007, seulement une petite vingtaine de collèges et de lycées. Cette année, là, à l'heure actuelle, nous sommes à 45 collèges et lycées. Alors, pour expliquer ce développement, cette augmentation, ce rattrapage en fait d'un retard qui était évident, il y a plusieurs éléments, évidemment. Il y a eu une politique, donc il y a eu des moyens qui ont été amenés en termes d'heures dispensées, d'heures payées par les professeurs, qui ont doublé ces moyens. Le nombre d'enseignants a été augmenté, mais le théâtre a joué également son rôle. Et là, ça m'amène à faire un petit retour en arrière. Le théâtre d'expression, alors autrefois on disait d'expression dialectale, le théâtre en nissart ou en provençal est quelque chose de très fort dans l'Académie de Nice et plus globalement dans la région Provence et dans le comté de Nice. J'en veux pour preuve le fait qu'avant même que Nice ne devienne française, il existait déjà un théâtre dans le cadre d'un établissement scolaire. Je veux parler de ce qui était jusqu'au milieu, jusque très longtemps en fait, au XIXe siècle, le principal site d'enseignement dans le département des Alpes-Maritimes. C'est alors aujourd'hui, on l'appelle le lycée Masséna, mais à l'époque c'était le collège des Jésuites, collège royal, ensuite il s'appelait collège national, puis quand Nice est devenue française, il est devenu lycée impérial, mais à l'origine c'était le collège des Jésuites. Le collège des Jésuites avec une troupe d'élèves, une troupe qui s'appelait il Teatrino Martignano. Cette troupe, contrairement à son nom qui est en italien, elle jouait des pièces et des spectacles en niçois.
Petite parenthèse, il est amusant de noter que si les pièces étaient en niçois, on est dans les années 1830, eh bien, le nom de la troupe était en italien, qui était la langue officielle, qui était la langue de l'enseignement. Un siècle plus tard, dans les années 1930, Francis Gage écrit des pièces en niçois, joue en niçois, mais la troupe s'appelle le Théâtre niçois de Francis Gage. Et plus tard, quand il fondera un groupe pour le chant et la danse, c'est Nice la Belle. Vous voyez, le titre reste en français parce que la référence, la reconnaissance, c'est par le titre et on reste dans ce cadre français. Bien, dans les années 1830, c'était déjà le cas, c'était comme ça. Teatrino Martignano, animé par Eugène Emmanuel, cette troupe d'élèves jouait en niçois. Remarquons également et rendons un petit hommage à ces jésuites. Ces jésuites qu'on a beaucoup décriés. Ça peut peut-être vous étonner qu'un représentant de l'éducation nationale rende cet hommage aux jésuites. Et c'est vrai que quand l'école de Jules Ferry s'est montée sous la Troisième République, c'était des gens qui étaient vus comme obscurantistes, la légende noire des jésuites. On faisait même des affiches où on les présentait comme des ennemis. Voilà l'ennemi, c'était le jésuite et les collèges de jésuites. Or, les jésuites étaient des pragmatiques. C'était des pédagogues, et ils avaient compris que la pédagogie, c'est la mise en scène des savoirs. La pédagogie, c'est la mise en scène des savoirs. Les jésuites, alors qu'on faisait apprendre par cœur aux enfants les textes, eh bien, les jésuites, pour rendre plus vivant leur cours, que ce soit leur cours d'histoire, que ce soit leur cours de latin, de grec, etc., les jésuites faisaient monter sur l'estrade leurs élèves et leur disaient, voilà, tu es Cicéron et toi, Catilina. Et alors on avait des échanges comme cela. Alors, aujourd'hui, ça paraît quelque chose de fou, mais les élèves participaient et jouaient comme cela les grands moments de l'histoire. Les jésuites ont été les premiers à faire un enseignement de langue vivante. Les premiers à faire un enseignement de langue vivante. Alors, à des fins religieuses, parce qu'il s'agissait d'évangéliser l'Amérique conquise, ils allaient jusqu'en Asie, jusqu'en Chine, au Japon, etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là que les jésuites autorisent, favorisent ce niçois au théâtre. M. Palanca nous a parlé du Nissart au théâtre, et ça commence à ce moment-là. Les jésuites et cet enseignement qui au départ est un enseignement malgré tout confié à des religieux, et de plus un enseignement dans le cadre de la monarchie sarde, car nous sommes à l'époque des rois Charles-Félix et Charles-Albert. Cet enseignement est donc un enseignement, on ne va pas dire que ce n'est pas un enseignement de langue régionale, mais la langue régionale est présente. La langue régionale est présente. Elle s'enracine sur un terreau qui est nissardophone. Les gens, les habitants de la ville, parlent niçois. Ils écrivent, quand ils savent écrire, en italien pour les actes officiels. On a l'italien, mais on peut aussi parler français. Mais la langue de tous les jours, c'est le niçois. Autre tradition très importante, la tradition des preseppi. Le preseppi, c'est la pièce de Noël. Preseppi, c'est la crèche, praesepium, les tables. Le preseppi était une pièce, alors des pièces jouées régulièrement par des amateurs, et c'est le point de départ. Mais ça, je pense, M. Gaziglia vous l'a expliqué, c'est le point de départ de ce théâtre niçois. Donc, un point de départ, on l'a dit, qui est lié à la religion et à des religieux,
mais qui est présent dans le cadre de ce premier établissement, de Nice. Alors, quand les langues régionales sont entrées dans l'école de la République, il est apparu à un certain nombre d'enseignants, il est apparu intéressant d'utiliser le théâtre pour permettre un meilleur apprentissage de la langue régionale. Je pense, parce qu'il a été évoqué, sa personnalité a été évoquée au cours de ce colloque, à M. Natier et son Rodunissa. M. Natier était un enseignant de langue régionale, et dans son collège, qui était le collège Roland-Garros, il faisait un cours qui était en fait un théâtre. C'était du théâtre, c'est-à-dire son enseignement, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de truc, on avait des... alors c'était des vieux polycopes comme ça, et c'était par le théâtre que l'on apprenait la lettre. Alors quand j'ai été nommé auprès du recteur de l'académie pour veiller à ces enseignements de langue et culture régionale, un certain nombre de professeurs m'ont sollicité pour organiser des formations de façon à utiliser les ressorts du théâtre pour apprendre la langue, ou mieux faire apprendre la langue régionale aux élèves, ce qui fut fait. Un certain nombre de formations ont été mises en place, et M. Palanca ici présent, M. Gag et d'autres sont venus apporter leur lumière lors de ces formations qui ont permis de faire école. Je pense notamment au côté provençal qui a suivi, côté provençal où il y a une autre tradition très forte qui est celle des pastorales, de ces pièces de Noël, très vieille tradition, les Noëls de Saboli, ces chants théâtralisés qui remontent au XVIIIe siècle. Eh bien, régulièrement, on a dans un certain nombre d'établissements, je pense notamment au collège de Fayence, dans le Var, où une chorale d'élèves reprend ces Noëls de Saboli, les théâtralise, mise en scène, etc. Ce qui est très important parce que quand vous associez le geste à la parole se fixe dans votre esprit. Quand la parole arrive du ciel et tombe sur les élèves de manière magistrale, elle glisse. Et ce qui rentre par une oreille sort, hélas, par l'autre. Tandis que quand la parole est associée au geste ou au déplacement, à une intensité dramatique, eh bien, la mémorisation, la réappropriation du mot, de la phrase, ou mieux, de la structure, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Autre exemple d'utilisation du théâtre, c'est en Principauté de Monaco. Chaque année, les élèves qui étudient la langue monégasque, elle est étudiée de manière obligatoire jusqu'à la classe de 5e, ensuite elle devient facultative. Chaque année a lieu une remise des prix pour les meilleurs élèves. On fait passer un concours aux élèves avec une partie écrite, une partie orale. Cette remise des prix se déroule en présence de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et la famille princière, toutes les autorités monégasques, et une petite pièce de théâtre en monégasque est donnée par les élèves qui ont été associés à l'écriture de la pièce et qui en sont évidemment les interprètes. Donc voilà des exemples. Je ne développe pas l'action tout à fait positive et de grande qualité de Michel Palanca, car il s'en est déjà fait l'interprète.
Je vous ai donné d'autres exemples pour vous montrer à quel point la vitalité du théâtre et les ressorts pédagogiques du théâtre peuvent être utilisés. Ils le sont tellement que dans le cadre de ce plan académique de développement des enseignements de langue et culture régionale, le recteur de l'époque, qui était un recteur d'origine picarde, cher monsieur, et qui était un grand défenseur de la langue picarde, un recteur que j'ai beaucoup aimé, qui était monsieur Christian Nick, linguiste, et le recteur Nick m'avait demandé de veiller à l'établissement de conventions avec un certain nombre de groupes et un certain nombre d'activités pouvant avoir un intérêt pédagogique et des activités qui pouvaient porter cet enseignement de langue et culture régionale. Tout naturellement, nous nous sommes orientés vers le théâtre et particulièrement le groupe qui est le groupe porteur du projet le plus cohérent, d'une qualité incontestable. Ce groupe, c'est le théâtre niçois de Francis Gall. Et c'est avec une grande satisfaction que la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a signé, il y a 2 ans, une convention de partenariat spécifiant que sous l'autorité de monsieur l'inspecteur d'académie, aujourd'hui on l'appelle le directeur académique des services de l'éducation nationale, chaque année des spectacles seraient organisés régulièrement et des places gratuites seraient accordées au personnel de l'éducation nationale, professeurs, mais je crois même que pas seulement les professeurs, les membres de la communauté éducative peuvent venir, les élèves et je crois même les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui accompagnent, et oui, parce que la pédagogie, c'est pour les enfants, mais c'est aussi, ça concerne également un petit peu les parents. Et puis concrètement, il faut des parents qui accompagnent les enfants au spectacle. Cette gratuité dont je tiens à remercier le théâtre niçois de Francis Gall a porté ses fruits, puisque j'ai noté que l'année dernière, 4 représentations se sont déroulées, 4 représentations où la salle était à peu près pleine, voire quasiment pleine. C'est-à-dire, vu la contenance du théâtre municipal, on est à environ 1000 individus, 1000 élèves, professeurs, parents qui ont assisté gratuitement à un spectacle de langue régionale. Alors les 1000 ne sont pas forcément différents parce qu'il y a des gens qui sont venus pour tel spectacle et tel autre spectacle. Néanmoins, c'est un effort qui a été consenti par le théâtre et avec la coopération des professeurs et du système public d'éducation, avec en ligne de mire la possibilité de sortir également de la classe. Parce que le problème du Nissart et du provençal, c'est que ces langues sont des langues vivantes, mais ce sont des langues vivantes qu'on a de plus en plus de mal à rencontrer dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Or, c'est un petit peu difficile de produire un enseignement qui ne reste valable, qui n'a de sens pour les enfants que dans le cadre, somme toute, fermé de la classe. Un enseignant me le faisait observer récemment, il me disait c'est important d'utiliser les nouvelles technologies de communication, mais également les anciennes. Le théâtre, c'est sans doute une des moyens de communication, remonté au grec, de l'Antiquité. C'est très important parce que ça permet aux élèves d'entendre quelqu'un parler la langue, quelqu'un d'autre que le prof. Ben oui, quand vous n'entendez que le prof parler la langue, au final, vous vous dites, mais à quoi bon? Donc tout cela
représente une avancée tout à fait positive, une avancée dont je me félicite, et je pense que les efforts conjugués des enseignants, des troupes de théâtre, et particulièrement du théâtre Francis Gag, et les efforts conjugués de l'institution que je représente ici, à savoir l'Académie de Nice, cette synergie a permis un développement en termes d'effectifs, un développement, je l'espère, vers une certaine qualité également de l'enseignement, mais de manière générale dans l'exposition de la langue. Tous ces éléments, je ne peux évidemment que m'en réjouir. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Reste peut-être s'il y a des questions. Volontiers. Pour toi, pour Michel. Continuons un tout petit peu. Quel état supérieur voyez-vous à votre travail? C'est-à-dire quels sont les objectifs qu'il serait bon de se fixer, réaliste de se fixer maintenant? Alors, dans quel domaine? Pour l'enseignement ou pour l'enseignement? Je ne vous cache pas que 2149 élèves pour le second degré, c'est bien, mais ça doit continuer. Ça doit continuer. Donc l'étape prochaine, c'est de continuer à progresser. Ça, c'est un premier point. L'autre point que je n'ai pas évoqué, et c'est ce à quoi on a commencé à s'attacher, même si pour l'heure on est plus modeste, c'est le bilinguisme. Ce sont des filières bilingues. Nous avons ouvert, donc quand j'ai été nommé, on a ouvert une classe bilingue français provençal à Cuers, dans le Var. Elle a tellement bien marché qu'aujourd'hui on a tout un cursus. On a 4 classes dans cette école de petite commune. Enfin, oui, c'est pas une grande ville du Var. Donc une classe qui tourne. Et par ailleurs, en septembre dernier, à Nice, une classe bilingue dans l'enseignement public. Je le précise bien, dans l'enseignement public, parce que beaucoup considèrent ou croient que l'enseignement bilingue, c'est le fait du privé. On pense aux écoles douanes de Bretagne ou autres. Le bilinguisme, il est d'abord le fait de l'enseignement public en France, beaucoup plus que de l'enseignement privé. Je crois que le développement de ces filières bilingues est essentiel. Est essentiel parce que jusqu'à une date récente, alors suivant les endroits, suivant les cas, ça peut être il y a 20 ans, il y a 30 ans, jusqu'à une date relativement récente, les élèves qui arrivaient au cours de langue régionale étaient des élèves qui, pour certains, parlaient la langue, ou en tous les cas, même s'ils ne la parlaient pas, la comprenaient la langue. Donc on suivait 1 heure ou 2 par semaine pendant 1 an ou 2, la langue à revenir. Et ça se faisait assez rapidement. Les élèves avaient besoin de cours de grammaire, d'être initiés à l'histoire, à la littérature, vous voyez, tout l'aspect culturel, si vous voulez. Mais la langue, ils ne l'avaient peut-être pas forcément en bouche, mais ils l'avaient déjà dans l'oreille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a encore quelques endroits, mais c'est plus le cas. Ils arrivent dans un cours, ils arrivent dans une langue, dans le cadre d'un cours de langue étrangère, et ça, c'est le retour que beaucoup de professeurs me font. Et je ne suis pas persuadé que dans les années à venir, dans 20 ans ou 30 ans, le fait de suivre 2 heures de cours par semaine pendant 1 an ou 2, cette chose qu'il faut faire, qu'on a raison de faire, qu'il faut maintenir, je ne suis pas persuadé que suivre 2 heures de cours par semaine pendant 2 ans, même avec des nouvelles technologies, même avec quelque chose d'aussi porteur et dynamisant que le théâtre, je ne suis pas persuadé que cela suffise à permettre à la langue de survivre à ce siècle. Donc, je crois que le bilinguisme, ce n'est pas la solution, enfin, c'est quand même, dans le cadre éducatif, ce qu'il faudra absolument développer si l'on veut continuer. Si on veut continuer à vivre, si on veut continuer à avoir des acteurs et sur
scène et des spectateurs dans la salle. Ou alors on fait un théâtre, ce qui avait été fait d'ailleurs il y a eu dans les années 30 Francis Gag et son théâtre, mais rappelez-vous, il y a eu l'opérette marseillaise aussi, c'est-à-dire on oublie complètement la langue et on se met à faire des pièces où l'on a l'accent, où on est dans tous les clichés, les poncifs de la Provence ou ce théâtre méridional. Alors il y a eu des choses qui sont qu'on peut aimer ou qu'on n'aime pas. Je pense par exemple aux pièces de Marcel Pagnol qui ont donné des films. Très bien, mais les pièces de Marcel Pagnol, elles n'ont pas contribué au maintien et à l'illustration de la langue et de la culture provençale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de production. Oui. Est-ce qu'il est envisagé de former des maîtres? Alors oui, effectivement, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous avons donc une formation qui est une formation. Alors l'Académie de Nice, pour le moment, a une formation continue des professeurs, et c'est un problème qui se joue un petit peu en ce moment pour la formation initiale. Vous savez que l'IUFM s'est mué en ESPE, donc, qui veille à la formation des professeurs des écoles et des futurs professeurs des collèges et lycées. Donc la présence du niçois est évidemment souhaitable, avec le problème qui est le nôtre, et là on touche du doigt la question d'une langue minoritaire, d'une culture minoritaire dans un ensemble national, et que vous connaissez, quel que soit votre pays, quelle que soit votre région, on est sur des petites quantités. Par exemple, les professeurs du premier degré qui sont recrutés, chaque année, on en recrute un. Alors vous allez me dire, pourquoi pas deux, pourquoi pas 10, etc. Au départ, on voulait en recruter 4 par an, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les gens recruter 4 par an, qui est un niveau satisfaisant. On a mis la barre un peu moins haut, mais on l'a mise à 1. Le problème, c'est que faire une formation pour un concours qui n'a qu'un poste, c'est compliqué. Et concrètement, on ne fait pas. Alors on se débrouille comme on peut, on essaye d'eux, mais voilà, pour aller noircir un petit peu le trait et être bien entendu, c'est un peu la question. La question des langues minoritaires, c'est la question des maladies orphelines. C'est ça. On sait comment faire le médicament, on a les ingrédients, ça coûte pas très très cher, on sait faire, mais on ne fait pas parce qu'on se dit après tout, il n'y en a que 3 qui sont malades tous les 4 ans et demi, donc on va pas mettre en branle toute la pharmacopée et toute l'industrie pharmaceutique pour 3 malades. Mais le problème, c'est que quand vous êtes malade, vous êtes embêté parce qu'il n'y a pas les médicaments. Ben là, c'est un peu la même question. Hein. C'est un peu la même question. Mais heureusement, on peut trouver des solutions concrètes. En tous les cas, pour la formation continue, on a une formation continue régulière. L'université également est là, et avec satisfaction, je vois qu'il y a la préparation au concours, la partie théorique. Mais c'est vrai que l'aspect plus pratique et le maillon entre la formation continue des personnels qui est faite et le concours théorique auquel l'université prépare, l'année bon, tout ça reste à construire, il faut le reconnaître. Non, je me suis mal fait entendre. Pardonnez-moi de vous couper la parole. Je me suis mal fait entendre. Je disais simplement que quand on parle de bilinguisme en France, et particulièrement pour les langues régionales, on a toujours tendance à penser école privée. Et ce n'est pas le cas en termes de chiffres. Les élèves qui sont inscrits dans des cursus bilingues sont nettement plus nombreux dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Quand on parle bilinguisme, langue régionale, école élémentaire, tout de suite on nous dit école d'Iwan,
calandrette, hein, ce sont des mots qui réapparaissent. Or, dans l'enseignement bilingue, public, que ce soit pour le breton, que ce soit pour l'occitan, c'est le public qui a, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est au moins le double d'élèves que les filières diwan et calandrette. C'est une constatation. Moi, j'ai une de lecture sur le vieil test. Ah. Est-ce que le service public, pour le défendre, n'a pas aussi un moment failli sur l'enseignement bilingue, en termes de formation des enseignants, en termes de construction de matériel pédagogique? Si on prend le cas de la Bretagne, le nombre d'écoles publiques où j'ai pu voir des manuels qui avaient été photocopiés subrepticement dans une école suivante, qui avait l'idée moyen pour les fabriquer que le public n'avait pas mis, et maintenant il faut reprendre sur le cas. Alors, en termes également de statut des enseignants, il y a un état que dans le second degré, déjà, je ne sais pas si il y a un CAPES de soins, le CAPES de plan régional et un CAPES 8, c'est-à-dire qu'un enseignant qui peut être professeur de breton, peut être professeur de breton, par agrégation pour les langues régionales. Je crois, si vous êtes délégué aux langues régionales, je sais que dans beaucoup de langues régionales, la norme serait qu'on est un IPR, puisque c'est un travail d'IPR. Donc on a quand même, il faut reconnaître, de la part du service public, parfois je vais dire un service public de second ordre, mais c'est intéressant. On est dans l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Alors, moi, je vis au quotidien. Ça, c'est mon quotidien. Des disciplines qui ont un CAPES, mais n'ont pas d'agrégation, donc absence de perspective professionnelle pour les collègues. Absence de poste d'inspecteur pédagogique en dur pour les langues. C'est mon quotidien. Pensez bien que je suis venu là, j'arrive du rectorat, je partage mon bureau avec des collègues qui sont mes collègues, avec qui j'ai d'excellents rapports, qui sont, l'une est inspectrice pour les filières professionnelles, l'autre est inspecteur de mathématiques, l'autre est inspecteur pour l'histoire et géographie. En termes de statut, en termes de salaire, c'est pas la même chose. Donc évidemment, je vois tous ceux dont vous me parlez là. Néanmoins, essayons de positiver. L'éducation nationale, l'État en France, plus généralement, c'est quelque chose de très grand, de lourd, qui évolue lentement, parce que les grosses machines, quand elles se mettent en route, elles avancent, mais elles avancent lentement. Donc, essayons de positiver, et c'est vrai que, pour le monde moderne, pour le monde de tous les jours, on se dit, mais on se met autour d'une table et puis on résout tous ces problèmes. Pour une machine aussi lourde que la machine de l'État en France, où il y a une culture de l'État très forte, c'est beaucoup moins simple. C'est beaucoup moins simple. Alors, c'est vrai, tout ce que vous dites est fondé, mais je crois que, moi je parle en mon nom propre, mais je pense que pour les professeurs c'est la même chose, les professeurs quand c'est la langue régionale. Malgré ça, il faut demeurer présent dans le service public d'éducation, parce qu'en France, une langue, une culture, je dis bien en France, parce que si on était dans notre pays, dans d'autres pays, vous avez d'autres moyens d'exister. Mais en France, où l'État est fort, où il y a une culture de l'État et où l'éducation nationale donne le là, qu'on veuille ou non, quel que soit le brio de telle ou telle initiative privée, en France, c'est le public. Il faut qu'on soit présent. Si on n'est plus présent dans le service public d'éducation, je crois que je donne pas cher de la peau du Nissar, du provençal, mais même du breton, même du corse, qui pourtant sont beaucoup plus des langues beaucoup plus présentes dans la vie des gens.
j'ai compris. Vous restez avec nous? Et je ne sais pas si je pourrais rester toute la soirée. Parce que je sais qu'on n'a plus de temps pour... La question, c'est est-ce qu'il y a du temps pour une dernière question Je pense qu'on en a plein et on Ou est sinon, on continue la discussion dans le cadre de la fête au théâtre, si vous le souhaitez, mais posez votre question. Mais cela dit, j'avais bien compris votre point de vue et je sais que j'ai très bien senti que vous étiez attaché au maintien de la langue dans les services publics. Mais tous ces problèmes, je les vois et moi, ils me navrent. Ils me navrent. Madame. La question que je me posais, mais je crains que ce soit une réponse assez longue, c'est pour ça que je me demandais si on pourrait en parler, c'est que je vois bien tout ce que vous dites, je vois bien que vous êtes attaché également à toutes ces questions. Comment évaluez-vous les évolutions, non pas dans la politique, dans l'éducation, mais dans les mentalités que vous voyez autour de vous? Alors, je vais y venir. Pour reprendre l'aspect qualitatif dont vous m'aviez parlé et que vous évoquiez, c'est tout neuf. Pour vous montrer à quel point l'éducation nationale, vous savez, c'est une machine. Bon, voilà, vous connaissez. Bon, j'ai reçu, c'est pas vieux, il y a 3 jours, mon inspecteur général m'envoie, chaque année on a une enquête ministérielle, très officielle, avec, où il faut renseigner le nombre d'élèves du bilingue, le nombre d'élèves en collège, l'option, les facultatifs, les machins, où on était jusqu'à présent uniquement dans le quantitatif. Uniquement. Or là, pour la première année, c'est cette semaine, on a un questionnaire qui est sur le qualitatif, quels sont les projets pédagogiques, etc. Vous voyez, allez, une petite lucarne s'ouvre. Vous me parliez on va dire, de l'impact de tout cela. Est-ce que j'ai bien compris? De l'impact sur la manière dont les gens pensent le rapport à la langue. Je vais vous dire un truc. Là encore, c'est un fonctionnaire qui parle, je ne devrais pas dire ça, mais les choses vont beaucoup plus vite dans les têtes et dans les mœurs des gens que dans les lois et dans les faits. Il y a belle lurette que les langues régionales ne font plus peur à personne. Et dans le cas de Nice, alors que les choses dans le système éducatif ont été sans doute plus lentes à se mettre en place, alors que ça a été plus lent à Nice à se mettre en place, dans l'esprit des Niçois, leur existence en tant que langue était beaucoup plus ancienne. C'est sans doute lié à l'histoire. Nice n'a été française qu'en 1860. Les personnes âgées, avant même la reconnaissance par la République, avant même l'école et les cours dispensés dans les écoles, ils avaient la conscience de parler niçois. Alors qu'en bien des endroits on disait le patois, on parle patois, à Nice on disait je parle niçois, je le dis en nissarte. Même chez des gens qui ne savaient pour certains ni lire ni écrire. Ils avaient une conscience d'une identité linguistique culturelle. C'est plutôt à vos collègues. Alors, la question est épineuse. Et disons les choses sans trop se voiler la face. Cette région a été très longtemps une sorte de perspective de fin de carrière pour les profs des 4 coins de France. On finissait sa carrière d'enseignant sur la côte d'Azur, voilà, on a le petit terrain, bon. Et on arrive, et bon, on est content, le climat est bon. Au bout de quelques années, on s'aperçoit que le terrain n'était pas si bien que ça, parce qu'il y a des inondations, et on ne l'a pas payé cher, on croyait faire une bonne affaire, mais on se retrouve avec la maison, 1 mètre d'eau, ou je ne sais pas quoi, donc bon, passons. Mais globalement, on est content. Mais on arrive dans des établissements, et là, on constate qu'il y a des gens qui parlent une langue qu'on ne comprend pas, alors que ces gens sont des citoyens comme vous, qui sont des collègues. Enfin bref, on arrive là, persuadé qu'on est chez nous, et on est chez nous, c'est la République, mais en même temps, on voit quelques Indiens avec des plumes. Voilà. Et alors, on peut être irrité, alors c'est voilà, là encore, dans le milieu éducatif, je ne parle pas des élèves, machin, mais dans le milieu prof, de manière générale, dans la fonction publique nationale, la fonction publique d'État,
Ben, c'est pas là que l'identité, la langue et la culture régionale trouvent le meilleur écho. Est-ce que vous sentez des évolutions Oui. dans ce domaine-là? Oui. Parce que ça va être Oui. décisif quand même sur plein de choses. Oui. Il y a encore quelques années, moi, je constatais une franche hostilité. D'accord. C'est moins le cas. Alors, il y a encore quelques résidus de ça. Il y a encore quelques... Voilà. Mais heureusement, les choses ont avancé, évolué, positivement. Mais là encore, allez, c'est long, si vous voulez. S'il y avait une école à Nice qui voudrait afficher à côté de la Déclaration des droits de l'homme en français une déclaration à Nissard. Ouais, je vais vous dire, je pense que ça passerait aujourd'hui. Je pense que ça passerait. Oui, ça peut être un projet pédagogique, ça. Ça peut être un projet pédagogique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Nissarte. Ce serait un projet, ça. Non, parce que justement, on en parlait à table, il y a eu un refus de l'Académie en Bretagne. Ah ouais. Donc la question se pose. Non, mais alors c'est curieux, Nice, parce que d'un côté, on n'a pas les avancées de la Bretagne ou des Basques, etc. Mais peut-être à cause de ça, on nous fiche la paix. On nous fiche la paix. Ce qui a manqué aux Niçois, vous voulez que je vous dise, le Niçois, le tempérament niçard, ou provençal, c'est un peu la même histoire. Le provençal et le nissard ne sont pas des militants dans l'âme. Pas des militants dans l'âme. Et ça nous a manqué. Mais positivement, on nous trouve plus sympathiques, moins dangereux. Donc on nous laisse faire des choses un peu plus audacieuses. Bien sûr, non mais je ne vous cache pas qu'on a eu plus de difficultés à monter les classes bilingues qu'à ouvrir 1 heure ou 2 d'options, de machin, surtout quand on vous place entre midi et 13h, pendant que les mômes mangent. Alors ceux qui étudient ça, ou surtout si c'est du théâtre, alors c'est pour rigoler, donc pendant que les autres mangent, eux ils mangeront plus tard. Ils mangeront le sandwich. Non mais ça c'est sûr, ça je suis entièrement de votre avis. Mais pourtant, patiemment, avec ténacité, et sans trop se décourager, il faut tenir bon. Et on arrive à des résultats, modestement. Enfin, en l'espace de 5 ans, on a quand même doublé le nombre d'élèves. Et ça c'est vraiment une grande satisfaction. Voilà.